Accord désaccord avec Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Bonjour André. Bonjour Alain. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Vous êtes satire du mafioso et de la plage, c'est bien? Non, ça c'est mon côté grève. Ah ouais. J'ai le Respirer un bon CGTiste coup. New Look. Voilà. Je me sens très CGTiste New Look aujourd'hui. Première question à tous les deux. Est-ce que vous pensez, bon cher Alain, vous qui suivez les arcanes de la vie politique, que Hollande serait en train de réfléchir à une substitution de Valls par Macron, puisqu'il aurait relu l'entretien de Macron? Et dans tous les journaux ce matin, on dit peut-être une opération politique en cours. Vous y croyez à cette affaire-là? Je sais pas. Vous avez un côté clergyman élégant. Vous êtes, c'est un camailleux de noir, tous les deux. C'est parfait. Non, très franchement, moi, à ça, j'ai pas la réponse. Ce qui me frappe, c'est que lorsqu'on rencontre des élus à l'Assemblée nationale, dans les couloirs, etc., dans des propos comme ça, à la va-vite, on commence à entendre des scénarios des scénarios tout à fait inattendus. Il va se passer quelque chose. Voilà, on entend ça. Il va se passer quelque chose. J'ai même l'autre jour à un déjeuner entendu un sénateur expliquer mais qu'est-ce qui se passe si Hollande démissionne? Si Hollande va pas au bout de son quinquennat. Tellement, alors, c'est absolument pas sérieux ce que je suis en train de dire. C'est juste que la situation de blocage est tellement... Mais c'est Machiavel ou c'est l'apocalypse? C'est quand même deux choses différentes. C'est un sentiment de blocage, en tout cas. Il y a un sentiment de blocage et voilà, ça passe ou ça casse, quoi. C'est le sentiment que ça donne. Vous me direz, c'est comme ça à chaque crise, mais quand même celle-là. Blocage du pays. Vous avez le pétrole, les routiers, le nucléaire, l'aviation civile, etc. D'où pour ça que je vous ai laissé reprendre votre souffle, mon cher André, parce que je sens que vous allez ce matin être le gueulard de service, mais avec évidemment la verve et l'intelligence qui vous caractérisent. C'est vrai que c'est quand même absolument ahurissant ce qui se passe. Mais écoutez, d'abord, les supputations, salivation et postillons du fait de savoir si Hollande va prendre Macron, le de Valls, ne veut rien dire parce que Macron arriverait aujourd'hui. Ça changerait quoi au rapport de force? Rien. Strictement rien. Tout ça, c'est encore des abolis bibelots d'inanité sonore, comme disait Mallarmé. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est que vous avez une situation de blocage due à la fois au gouvernement, à la CGT qui veut se refaire une virginité, mais on voit que ça va beaucoup plus loin que as usual. Mais surtout, c'est que Valls dit, allez, fermeté. Donc, on va vers un rapport de force. Et le vrai problème, il est là. C'est que, au-delà de Hollande qui démissionne ou pas, etc., on montre une telle constance dans l'impréparation et dans une certaine impuissance. Cette loi El Khomri, quand même, on pourra en parler pendant des heures, mais peu importe. Le tricotage, tout ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé au départ? À partir du moment où ils ont dit, on change ceci, on change cela, on discute, on change cela. Eh bien, open bar pour la CGT, qui dit, attendez, on va la faire retirer. C'est-à-dire que le truc du retirage, ce n'est plus la loi El Khomri. On le voit très bien. On va faire céder le gouvernement, on va montrer qu'il est capable de céder, qu'il va céder. Mais d'accord, mais dans la définition que vous faites de ce duel qui nous rappelle les meilleurs Sergio Leone, il y a quand même un pays, il y a quand même des entreprises, oui. Il y a quand même des rendez-vous comme l'euro, ça ne peut pas durer, même Mandon, on le disait tout à l'heure. Cette situation ne peut pas durer, autrement c'est la catastrophe. Bon, elle peut durer en tout cas elle peut pas durer jours, jusqu'au mois de juillet. Jusqu'au mois de juillet. Le parcours de la loi, c'est jusqu'au mois de juillet. Vous vous rendez compte, tout le mois de juin, tout le mois de juillet dans cette situation-là? C'est impossible. Écoutez, juste une chose. Je ne sais pas si elle durera ou pas. Ce qui est certain, c'est que le gouvernement a donné de tels signes de faiblesse que je pense que les syndicalistes, en tout cas un syndicat, a pu s'engouffrer dans la brèche alors qu'il n'aurait jamais dû s'engouffrer dans la brèche. Je voudrais qu'on écoute Stéphane Le Foll, qui est quand même porte-parole du gouvernement sur les blocages. Voici ce qu'il disait ce matin chez nos confrères de France Info. Nous l'écoutons. L'État fera ce qu'il faut pour libérer un certain nombre de ses raffineries ou de ses stocks et pour assurer l'approvisionnement pour les Français. Mais j'ai bien compris que du côté de la CGT, il y avait, je vous l'ai dit, une volonté de durcir. Avec quel message? Il ne s'agit pas de discuter, contrairement à ce qu'ils disent. C'est vous retirer, après on discutera, on verra, on ne sait pas de quoi. Il n'y a pas de solution. Et Xavier Bertrand, président de la région, donc Hauts-de-France, sur Europe 1 ce matin, sur les blocages. On l'écoute. Je demande au président de la République, je demande au Premier ministre, sans délai, de prendre les mesures de réquisition qui s'imposent, notamment dans les raffineries, pour qu'il n'y ait pas cette pénurie qui existe aujourd'hui, même si à Paris on dit qu'elle n'existe pas, elle existe très clairement, qu'ils prennent
clairement leur voiture personnelle et qu'ils aillent faire le plein. Ils vont voir s'il n'y a pas de pénurie. Et Arnaud Montebourg, j'y vais pas sur les blocages. Il était sur RMC il y a quelques instants. Nous l'écoutons. Donc vous avez deux camps qui se regardent. Oui. D'un côté, je ne céderai pas, et de l'autre, je ne céderai pas. Oui. Et bien dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On discute et on se parle. Comme on dit dans mon pays, la Saône-et-Loire, on dit il faut qu'on se cause. Je crois que c'est le minimum à faire. Donc il faut qu'on se cause, ça ne peut concerner Alain que le président de la République, parce que Valls s'est installé dans une posture d'une telle dureté qu'on ne voit pas Martinez et Valls. Oui, c'est vrai, la clé, c'est sans doute plutôt à l'Élysée. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit André tout à l'heure. En gros, le discours d'une partie de la droite, ça consiste à dire tout ça pour rien, ce texte est nul, il est vide. Et il faut quand même dire que si la mobilisation de la CGT est à ce point extrémiste, disons-le comme ça, c'est bien qu'il y a quelque chose. Et d'ailleurs, ils le reconnaissent eux-mêmes. Donc, je trouve que le résumé ce qui se passe en ce moment à un conflit entre une CGT extrémiste, pour des raisons d'ailleurs qu'on ignore, pour un texte vide, je trouve que c'est rendre les choses incompréhensibles. Il y a quelque chose, il y a un vrai texte. Il y a un problème majeur pour la CGT, c'est le fait que, disons que l'un des axes qui reste dans le texte, qui a été quand même vidé beaucoup de sa substance, c'est quand même le fait qu'elle soit sortie de la possibilité des négociations dans les entreprises. C'est-à-dire que vous et moi, on est à Radio Classique ou à Libération, on discute entre nous, et les responsables syndicaux ne sont plus conviés. Pour eux, c'est la mort. C'est juste ce que je voulais rappeler. Donc il y a ça. Donc et ça, c'est pas rien. Voilà. Non, pour eux, c'est la mort. Alors, je n'ai jamais dit, au-delà des discours de droite et de gauche, je n'ai jamais dit que la El Khomri était réduite à rien. Sinon, elle serait rien. Sinon, elle ne serait pas en train de discuter, bien sûr. Okay. Non, la dont acte, bien sûr. Le problème n'est pas là. C'est que le problème, encore une fois, et ça, c'est valable vraiment pour depuis 2 ans, 3 ans. Le problème, c'est que quand on arrive avec une loi, moi, c'était extrêmement naïf ce que je vais dire, c'est que je pensais que cette loi, enfin ce projet de loi, avait été discuté avec les syndicats, avec les associations, avec tous les gens concernés. Et quand vous arrivez à la discussion au Parlement, c'est que vous avez déjà balisé une certaine chose. Or, on a bien vu que rien n'avait été balisé. Dans les premières interventions publiques dans les journaux, on a même annoncé quasiment le 49.3 en même temps que la loi. Souvenez-vous sur les entretiens. Voilà. Donc évidemment, ça a bloqué les gens considérablement. Ou bien alors, attendez, ou alors ils ne savent plus du tout communiquer, ou ils font n'importe quoi. Je reviens à cette histoire ou d'impuissance ou d'impréparation. Il ne s'agit pas, moi je ne parle pas de la loi El Khomri en tant que telle, je parle de l'extraordinaire stratégie, si on veut, on est gentil, de ce gouvernement, qui d'un côté dit, on va faire l'article 49.3. Ensuite, elle dit pas du tout. Ensuite, on revient au 49.3. C'est-à-dire, c'est ça qui est gênant. C'est pas le texte de la loi, c'est la manière dont ce gouvernement gère ses affaires. Mais nous sommes un matin. Et vous pensez que ça va s'arrêter parce que François Hollande va dire, je vais recevoir Philippe Martinez et on va essayer d'avancer? Ou est-ce que vous avez l'impression que tout ça va durer des semaines, Alain? Parce qu'on a quand même des souvenirs, on a 95, on a le CPE, on a même les manifestations qui ont accompagné les retraites, qui finalement ont permis quand même la réforme des retraites avec Nicolas Sarkozy. Enfin, on a quand même des souvenirs dans la tête. Il y a peut-être une différence qui est finalement peut-être la seule chance de sortie pour le gouvernement, c'est que on voit bien, ça se focalise sur la question de la CGT. C'est pas comme au moment des grèves contre la réforme des retraites, où il y avait aussi une situation de blocage. Mais là, sauf que la réforme a été adoptée, il n'y a pas eu. Les gens sont descendus dans la rue, mais il n'y a pas eu. Oui, d'accord. Blocage. Mais ce que je veux dire, c'est que ni même incident, ni même violence. L'impression qu'on a, c'est qu'une des portes de sortie pour le gouvernement, ça pourrait être effectivement réussir à faire passer le message que, d'ailleurs on l'entend, ils répètent tous la même chose, une petite minorité bloque, la petite minorité en question c'est la CGT, etc. Essayer de transformer ce conflit en une espèce de baroud d'honneur de la CGT. Si ce message passe, si ça finit par rentrer dans l'opinion, on verra bien, c'est pas impossible. Alors là, ça c'est dangereux pour la CGT. Pardon, juste un mot, là, je crois que malheureusement, ce message ne passera pas comme ça pour une raison très simple. Pourquoi la CGT dit aujourd'hui, on veut le retrait. Ils disent même pas, on discute pas. D'ailleurs, Stéphane Le Foll a dit, on veut le retrait. Pourquoi? Parce que c'est le reflet de ce qui se passe dans le pays. Eux, la CGT Paris, à tort ou à raison, on verra, sur le fait qu'il y a un ras-le-bol général, et que ce ras-le-bol général, même si ça... Sondage de Oxfam, 61% des gens attribuent justement la situation actuelle au gouvernement. Voilà. Et en même temps, la même majorité des Français reproche à François Hollande un manque d'autorité considérable, et c'est pour ça qu'il n'a pas envie de retirer sa loi, parce que s'il retire sa loi, c'est son autorité qui est mise en cause. Mais c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. C'est-à-dire que, encore une fois, ce gouvernement, ce président,
ne sait même pas, parce que le problème n'est pas à rediscuter avec la CGT. La CGT le dit très clairement, après ils vont peut-être changer, ils disent, attendez, nous on discutera si vous retirez la loi, après on rediscute. Alors, question à ce moment-là, ça veut dire impuissance. Simplement une petite réflexion, parce qu'on en parlera évidemment à d'autres moments dans les semaines qui viennent. Tout ça pose quand même un énorme problème à la droite, c'est-à-dire qu'à la fois elle est favorite de la présidentielle qui arrive, mais en même temps, comment appliquer un programme qui pour certains d'entre eux est assez libéral, dans un contexte où on voit que les syndicats sont remontés comme c'est pas possible. Juste un mot, croire que la droite va s'en tirer bien parce que la gauche est dans cet état est complètement évidemment les illusoire. 300 000 fonctionnaires que veut supprimer Juppé, les 600 000 fonctionnaires que veut supprimer évident. Mais la droite arrivant au pouvoir, si elle arrive au pouvoir... Les droites, ils sont plusieurs. Les droites. Non, mais vont rencontrer des problèmes encore plus importants que cela. C'est clair. Non, mais le problème, c'est encore une fois, est-ce qu'on passe à une transition par rapport au monde, par rapport... On a l'impression que la France joue encore les conflits d'il y a 40 ans, 30 ans, 50 ans. C'est ça qui est extraordinaire. Alain, en dehors des questions, pour terminer justement, en dehors des questions de sondage, à droite, qui donne évidemment Alain Juppé en avance, quel est d'après vous celui qui a le profil et le programme, là je parle aux journalistes, qui est le plus adapté à une situation qui, on le voit quand même, est extrêmement tendue? C'est moins, à mon avis, une question de programme que de méthode, parce que sur le programme, ils sont pas très éloignés les uns des autres, au fond. Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, ce qu'on en sait, Bruno Le Maire, François Fillon, sont tous quand même dans une proposition de réforme assez radicale du marché du travail, de la fiscalité. Copé, c'est les ordonnances, Sarkozy ne veut pas en entendre parler. Les chiffres sont quand même différents. Oui, mais franchement, je crois que ça... Quel est celui qui est le plus adapté à cette situation éruptive à la française, d'après vous? Écoutez, je ne demande pas votre favori, je parle de l'homme qui prend de la distance. Franchement, c'est très difficile. Là, j'aurais tendance à dire Alain Juppé, naturellement, aujourd'hui, parce que on a l'impression qu'il a une espèce de sérénité beaucoup plus forte que les autres. Mais ce que je pense, c'est que le vainqueur de la primaire, qui sera donc, quoi qu'il arrive, élu sur un programme de réforme extrêmement ambitieux, extrêmement radical, je sais pas comment faut dire, ultra-libéral, ce vainqueur-là, il risque d'être embarrassé par son programme, et je ne serais pas étonné que dans la période qui va de décembre, victoire à la primaire, jusqu'à l'élection de mai, il soit obligé de mettre un peu d'eau dans son vin. Merci beaucoup. Nous allons terminer avec vous, André Berkoff, car Radio Classique est la seule radio le matin qui, dans les débats politiques, cite Stéphane Mallarmé, donc vous pouvez recommencer, parce que ça a pu échapper aux oreilles distinguées des gens qui l'écoutent ce matin, donc c'est à vous. Écoutez, un soupçon de Mallarmé, ça va non, simplement, allez, on va faire une petite, on va pas faire de promesses et tout ça, mais je dis, n'oubliez jamais que Sarkozy, c'est le temple du mandat Rome. Il a sa secte, il a ses adorateurs, qui sont un noyau non négligeable. Alors, je veux dire, n'enterrons pas le soldat Sarkozy. Je vous parle de Mallarmé, vous me parlez de Sarkozy. Oui, mais vous savez, de temps en temps, il faut changer de registre, sinon ça va pas. 8h55, bonne journée à vous deux.